Bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Bienvenue à cette première édition des goûters de l'évaluation qui sont organisés par le CFEI, le Centre de formation à l'expertise immobilière. Je connais pas mal d'entre vous. C'était un plaisir de vous accueillir en formation. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Je suis Laurie Graziani et je vais être présente durant cette intervention. Si vous avez des petits soucis techniques, voilà, n'hésitez pas à faire appel à moi sur le chat. Je suis à votre disposition. Ce nouveau format que nous proposons avec le CFEI vous propose de vous intéresser à une problématique expertale particulière, quelque chose qui nous semble intéressant d'approfondir. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de l'éviction commerciale avec plus précisément le jugement du tribunal de Paris, c'est le RG 19/05-802. Vous le retrouverez dans les documents en bas de vos petits onglets. Ce jugement du 16 juin donc 2022, il porte sur un local commercial qui est situé sur les Champs-Élysées. Vous trouverez donc ce jugement ainsi que celui de la Cour d'appel de Paris et puis le support de l'intervention d'aujourd'hui dans vos documents à partager en bas de votre petit écran. Pour en parler, durant ces 3 quarts d'heure en votre compagnie, Philippe Favré-Guillon, qui est expert judiciaire en estimation immobilière et commerciale, c'est la catégorie C22, et ingénierie foncière, la catégorie A1-5, près les cours d'appel et administratives d'appel de Lyon. Il est gérant du cabinet Favré-Guillon Expertise et gérant également du CFEI, le Centre de formation à l'expertise immobilière. Je vous laisse avec Philippe et je suis à votre disposition si vous avez le moindre souci. Laurie, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Merveilleux. Alors vous êtes, on observe que les femmes sont plus studieuses que les hommes, visiblement, puisque on attend pas loin de 60 personnes, mais je vois quasiment que des dames, sauf Mathieu, qui est extrêmement studieux, fidèle à lui-même. C'est très aimable. Je t'en prie. Ou alors juste plus ponctuel que les hommes. Ou alors? Juste plus ponctuel que les hommes. C'est ça. Bon, les autres vont nous rejoindre. Puis je suis très heureux de retrouver effectivement des visages connus. Je vois Nathalie par exemple, Pascal, Jasmine aussi. Bon, et puis cher maître Javot, enchanté. Je crois qu'on a longuement échangé sur LinkedIn, mais voilà, donc on va pouvoir effectivement parler d'éviction commerciale. Alors, on devait faire cette session bien avant, puisqu'effectivement, ce sont des décisions qu'on va étudier qui datent de juin 2022 et de novembre 2022, et puis le temps est passé, donc voilà, ça a un petit peu traîné. Pour autant, elles sont, je pense, suffisamment importantes pour qu'on revienne dessus. Vous savez que le cabinet, et puis bien sûr, moi-même à titre personnel, on est on aime beaucoup toutes les problématiques d'éviction commerciale et de baux commerciaux. Donc il y a deux choses très importantes, je pense, à voir dans ces décisions, concernant d'une part le coefficient de commercialité et puis de l'autre l'apport Pinel sur le renchérissement du droit au bail. Et puis ce qui peut être intéressant, puisque j'ai en tout cas pour l'heure devant moi, je n'ai que des professionnels, ça peut être intéressant qu'on échange. Enfin, en tout cas, je souhaite qu'on échange à la fin. Moi, je vais vous exposer les grandes lignes de ces 2 décisions. Et puis à la fin, bien sûr, moi, je suis ouvert pour répondre à toutes vos questions. Et puis encore une fois, puisqu'on est tous entre professionnels, je crois que vous avez tous des bases, voire même des bases très certaines en matière d'éviction et de fonds de commerce et de valeurs locatives. C'est vraiment intéressant de partager, puisqu'il y a beaucoup de points sur lesquels, d'ailleurs, dans ces décisions, je n'ai pas forcément d'avis arrêté, mais c'est intéressant d'en débattre pour voir comment on va construire peut-être les positions des avocats qui sont derrière mon écran, et puis les positions aussi de mes confrères et mes consoeurs qui sont présents ce soir. Alors, pour revenir sur ces décisions, je vais déjà sortir le support, ce sera déjà beaucoup plus pratique. Et là, je pense que vous voyez tous mon écran. Oui. Avec le support, super. Alors, 2 décisions récentes, dont une qui m'a été très gentiment communiquée par un avocat parce qu'elle n'est pas disponible sur le web, ni sur les…
sur les sites de référencement des décisions judiciaires, je pense à Doctrine par exemple. Décision du tribunal judiciaire de Paris, 16 juin 2022, et puis décision de la Cour d'appel de Paris, pardon, 30 novembre 2022, et ce sont ces deux-là qu'on va comparer. À chaque fois, je vais les mettre en vis-à-vis pour faire ressortir les éléments essentiels. Décision tribunal judiciaire de Paris. Le sujet principal de cette décision, c'est déjà un coefficient de commercialité de 12. Donc, vous savez que quand on valorise donc le droit au bail par la méthode du différentiel, on attribue à ce qu'on appelle la rente locative, donc le différentiel entre le loyer qui serait dû et la valeur locative de marché. On attribue à cette rente locative un coefficient multiplicateur qu'on a eu appelé dans le passé coefficient de capitalisation, de situation et puis plus communément maintenant de commercialité. Et là, sur les Champs-Élysées, puisqu'on parle des Champs-Élysées, que 91 avenue des Champs-Élysées, qui pour ne pas dévoiler de secret, ne pas trahir de secret, était la boutique Éric Bompard sur les Champs-Élysées, dans un contexte d'éviction, le droit au bail s'est lui attribué un coefficient de 12, ce qui paraît évidemment là logique, on est sur les Champs-Élysées à Paris. On a dans cette décision une valeur du droit au bail qui est retenue, puisque la valeur du droit au bail, on va y revenir, est bien sûr la valeur plancher en matière d'éviction commerciale. Et puis, autre élément essentiel de cette décision, des frais de réinstallation, où il a été retenu un abattement pour vétusté. Et je pense qu'on peut revenir sur la vétusté, parce que c'est toujours un sujet. Dans l'autre décision, toujours pareil, rendue sur Paris, on a pu identifier la notion d'effet terrasse. Donc, c'est le résultat pour un commerce de se voir octroyer donc un droit d'occupation du domaine public, et donc qui permet, sur certains sites géographiques, et je pense à Paris, exclusivement d'ailleurs, d'augmenter la valeur locative en considération de l'effet terrasse. Pratique, enfin, tendance judiciaire qui est quasiment totalement exclue dans toutes les autres juridictions à l'exception de Paris. J'y reviendrai. Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, bien sûr, l'apport de la loi Pinel, puisque c'est l'élément essentiel donc sur la valeur du droit au bail, un net renchérissement, donc issu de l'apport de la loi Pinel, donc ce qu'on appelle le plafonnement du déplafonnement. Et puis des frais de réinstallation, pour comparer avec l'autre décision, des frais de réinstallation, cette fois-ci, où il y a eu un abattement pour vétusté qui a été retenu pour 25%. Donc, première décision, TJ de Paris, donc ce sont les Champs-Élysées, je vous l'ai dit, boutique de prêt-à-porter Éric Bompard. Et sur la deuxième, je n'ai pas pu identifier de quelle enseigne il s'agissait précisément, ni son adresse, mais il s'agissait d'une enseigne de restauration. Dans la première décision, tribunal judiciaire de Paris, donc c'est la perte de fonds qui a été retenue au titre du préjudice. Et on l'a déjà vu, la valeur du droit au bail qui est retenue, car supérieure à la valeur du fonds de commerce. Donc, le droit au bail est un des éléments qui composent le fonds de commerce, donc qui est un ensemble d'éléments mobiliers corporels et incorporels, et la valeur du fonds de commerce ne peut pas être inférieure à la valeur du droit au bail, puisque quelque chose ne peut pas être inférieur à une des choses qui le composent, bien évidemment. Dans la décision de la Cour d'appel de Paris, pareil, perte de fonds, préjudice. En fait, dans les deux cas, tout simplement, la perte du fonds a été retenue, puisqu'il s'agissait de deux commerces de détail, et imaginez un transfert possible, et on pourra y revenir, d'un commerce de détail, ça reste toujours quelque chose d'extrêmement délicat, puisque pour que le transfert d'un commerce de détail qui bénéficie d'un local avec une bonne commercialité, pour que le transfert soit possible, il faudrait déjà, alors, d'après l'article, le prisme de l'article 145.14, je rappelle que la charge de la preuve incombe au bailleur, donc il faudrait que le bailleur propose un local équivalent, avec la même charge locative et avec la même commercialité. Donc, quand on rajoute tout ça bout à bout, sur des emplacements vraiment de très très forte commercialité, c'est une vue de l'esprit. Ou en termes de transfert possible, c'est vrai que le transfert est généralement possible plutôt pour les activités, les locaux d'activité, les locaux d'artisanat, les commerces qui ne bénéficient pas d'une bonne commercialité, et puis bien sûr encore à charge qu'il y ait sur le secteur des locaux disponibles. Et puis, bien sûr, tout ça étant laissé à l'appréciation souveraine du juge du fonds in fine. Donc, dans cette deuxième décision, valeur du fonds de commerce retenu, car la valeur a été observée supérieure à celle du droit au bail, et on était donc sur une notion de perte. Deuxième, on va rentrer maintenant dans les indemnités principales. Les indemnités principales, puisqu'il s'agissait à chaque fois du droit au bail. La méthode qui a été retenue, bien sûr, pour les deux décisions, c'est la méthode du différentiel, qui est consacré actuellement, d'après ce qu'on a pu observer, dans 100
100%. Alors là, ça pourrait être intéressant d'avoir un retour de votre part, mais moi, ce que je peux observer, c'est 100% des décisions retiennent la méthode du différentiel. Il y a bien sûr, théoriquement, pour valoriser un droit au bail, on peut imaginer la méthode comparative, parce qu'il n'y a rien de mieux que la méthode comparative. Mais valoriser un droit au bail sur la méthode comparative, ça voudrait dire trouver des droits au baux de même destination, de même surface, de même commercialité, de même emplacement. Et là, encore une fois, ça reste une vue de l'esprit. Ça reste d'autant plus une vue de l'esprit qu'il faudrait en plus pouvoir recenser suffisamment de mutations sur une période courte. Et là, ça rajoute encore une inconnue à l'équation qui est difficile à résoudre. La valeur locative de renouvellement du côté des Champs-Élysées. Donc la valeur locative définie par l'article L145-33 et donc prise en application des articles R145-3 à 8, 7 000 € du mètre carré. Donc bien sûr qu'on n'observe que sur Paris. Valeur locative qui, pour le coup, était inférieure au loyer plafond. Donc ça veut dire que dans le contexte de calcul du droit au bail, on va encore augmenter la valeur du droit au bail, puisque vous savez que dans un contexte de fixation judiciaire de la valeur locative de renouvellement, il n'y a pas de valeur plancher. Donc on peut avoir une valeur locative, L145-33, qui est inférieure au loyer plafond. Ce que je précisais bien sûr dans les observations. Du côté de l'autre décision, 650 € du mètre carré, renchérie par l'effet d'un, c'est le dire, par l'effet d'un effet terrasse. Donc 6% qui a été retenu pour l'apport de la terrasse, pour l'apport d'une occupation du domaine public et donc ce qu'on appelle l'effet terrasse. Alors là, il y a un sujet qui oppose les provinciaux et les parisiens, puisqu'il y a vraiment deux pratiques. Ça fait l'objet, l'effet terrasse, d'une publication, si je ne dis pas de bêtises, au mois de juin de l'année dernière, donc avec mon confrère Mathieu Herzberg, où on a étudié beaucoup de décisions rendues à la fois sur Paris et à la fois en province. Sur Paris, il est consacré dans 100% des cas l'effet terrasse, donc qui a pour effet, parce qu'un commerce occupe le domaine public de façon temporaire et précaire, a pour effet de renchérir la valeur locative de l'intérieur des murs, donc de l'assiette du bail. Quand bien même, on est d'accord, le locataire s'acquitte d'une redevance auprès de la collectivité. Donc c'est un peu une double peine. Bon, je pense que ça c'est valable parce qu'on a évidemment une commercialité exceptionnelle sur Paris et que Paris reste et toujours la ville la plus touristique du monde. Dès qu'on sort de Paris, il n'y a quasiment jamais, je crois qu'il n'y en a même pas du tout, que j'ai pu identifier de décision judiciaire qui consacre l'effet terrasse. Donc, ce qu'on a proposé avec mon confrère Mathieu Herzberg dans une étude parue dans la JDI, c'est voilà, une méthode peut-être un peu plus scientifique pour mesurer la nécessité de procéder à un effet terrasse ou pas. À titre personnel, sur Lyon, je n'ai jamais pu observer d'effet terrasse, même sur de très beaux emplacements. Notamment, je pense à un restaurant-bar qui est une institution à Lyon où l'effet terrasse a été rejeté par notre juge des loyers. Voilà, donc deux pratiques tout à fait différentes. On va Paris et la province. La valeur locative de marché cette fois, donc sur les Champs-Élysées, 14 500 € du mètre carré, pas moins. Et sur l'autre décision, 1059. À chaque fois, il a été retenu et mesuré une surface pondérée commerce, donc conformément aux préconisations de la charte de l'expertise. Là, je crois que ça fait plus trop débat, sauf vraiment sur des toutes petites juridictions, des tout petits tribunaux. On peut encore observer certains confrères qui, peut-être malheureusement, ne maîtrisent pas tout à fait la notion de surface pondérée, mais je dirais après, c'est pas très grave dans la mesure où personne n'en fait souci, ni même le juge d'ailleurs. Donc d'un côté, 179 mètres carrés, de l'autre, 176. Et sur les Champs-Élysées, on l'a vu en introduction, un coefficient de capitalisation de 12, sachant qu'à ma connaissance, ce coefficient de 12 n'a été retenu que 3 fois. D'après toutes les décisions qu'on a pu étudier. Une autre fois à Paris, également sur les Champs-Élysées, je ne me souviens plus de l'adresse. Une fois à Cannes, sur la Croisette. Pour ceux qui sont du Sud, sur un des deux emplacements qui est à la sortie du centre commercial du Grès d'Albion, qui donne sur le boulevard de la Croisette, donc emplacement exceptionnel s'il en est. Et puis sinon, dès qu'on n'est plus à 12, 11, je ne connais pas, et 10 à plusieurs reprises. On a du 10 avenue Montagne à Paris, on a du 10 à Saint-Tropez, on a du 10 à Juan-les-Pins. Voilà, il y a eu beaucoup de 10, mais
à ma connaissance, 3 fois 12. Alors, bien sûr, là, je ne parle que des décisions judiciaires, je ne parle pas des rapports amiables, qui ont pu évidemment le consacrer, ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, gravé dans le marbre judiciairement, 3 fois à ma connaissance. On parle désormais, je le disais aussi en introduction, on parle désormais de coefficient de commercialité et plus de coefficient strictement financier. Je vais y revenir puisque j'ai été en débat il n'y a pas très longtemps avec une collectivité où on parlait de ce coefficient, où il avait été mis en œuvre, proposé à la collectivité pour calculer une valeur de droit au bail. Voilà, maintenant, 100% des décisions judiciaires consacrent un coefficient de commercialité qui mesure vraiment l'attrait de l'emplacement et qui ne procède pas d'un calcul mathématique. De l'autre côté, pareil, coefficient de capitalisation, mais cette fois-ci plus courant, 7. Voilà, je n'ai pas d'autres observations sur ce sujet. Le calcul de l'indemnité principale à chaque fois, donc le droit au bail, d'un côté les Champs-Élysées, 14 500 € moins 7 000 €. Ça nous fait donc une rente locative de 7 500 € du mètre carré pondéré, multiplié par la surface pondérée, 179 mètres carrés, le tout x 12, le tout pour la modique somme de 16 110 000 €, pas moins. C'est pour ça que cette décision était notable. Et de l'autre côté, nous avons 1059 € moins 689, donc une rente locative de 370 € du mètre carré, le tout par 176 mètres carrés x 7, quand même 457 800 €, auquel principal a été rajouté l'apport de l'avantage Pinel, sur lequel je vais revenir, 671 190 €, les deux. Donc voilà, les deuxièmes décisions. La première décision, un peu inédite, enfin même carrément inédite pour la valeur du principal, de l'indemnité principale. Alors, ce qui est intéressant à ce stade-là sur cette décision, outre le coefficient de commercialité sur lequel je vais revenir, c'est de mesurer l'importance de ce chiffre. 16 millions d'euros pour une boutique qui fait 179 mètres carrés sur les Champs-Élysées. Voilà, alors, je soumets ça à votre appréciation. J'ai échangé avec 3 confrères parisiens. Alors moi, je ne suis pas de Paris, en toute honnêteté. Je ne mesure pas l'importance d'un droit au bail ni sa valeur sur les Champs-Élysées à Paris, mais 16 millions d'euros, ça fait quand même beaucoup d'argent pour une boutique de 179 mètres carrés. Et donc, pour avoir échangé avec quelques confrères, ils m'ont dit, allez, 4 millions, 5 millions sur les Champs à l'heure actuelle, ok, mais pas 16 millions. Voilà, ce qui moi, m'a interpellé dans cette décision judiciaire, c'est, on va dire, c'est la théorie, c'était un exemple, mais peut-être, je ne sais pas combien ça vaut sur les Champs-Élysées, mais c'est vraiment une application stricte de la théorie, où je pense qu'il est intéressant, quand on est dans le domaine de l'expertise, à un moment donné, toujours de s'extraire des livres et des calculs pour voir si sur un secteur donné, on parle bien de la bonne somme. Voilà. Ce que j'entends, moi, c'est qu'a priori, on serait plutôt sur 4 à 5 millions. Pour autant, le juge a consacré 16 millions pour le locataire évincé. Et puis, encore pire que ça, le bailleur n'a pas fait appel. Bon, quand je vous dis après que le bailleur est une institution publique, dont les recettes proviennent des cotisations du contribuable, je crois que ça m'étonne plus personne. Voilà, donc on a peut-être tous dépensé plus de 10 millions d'euros pour pas grand-chose. Bon, c'est comme ça. Même d'ailleurs l'avocat du locataire, l'avocat très connu, me disait ne pas comprendre pourquoi sa consoeur n'avait pas fait appel. Vraiment, il ne comprenait pas. C'était la grande inconnue. Bon, évidemment, son client s'en est pas plaint. Son client s'appelant Éric Bompard, évidemment. Je pense que son intervention a été très bien vue, j'en doute pas. Tout ce qui est accessoire. Alors, on a le remploi. Le remploi, pas tellement de sujets. Dans les deux cas, a été retenu 10% de l'indemnité principale. Alors, le remploi, c'est toujours pareil. Soit on le fait au réel, d'après les taux qui sont définis à l'article 719 du Code général des impôts, auquel taxation on rajoute aussi tout ce qui est frais d'intermédiation. Donc, on arrive grosso modo à un montant de 10%. Donc, soit on le fait au réel, on décompose tout, soit dans 95% des cas, et on ne va pas se raconter des histoires, c'est aussi, je pense, un peu par fainéantise de la part des techniciens, et peut-être moi le premier, on arrondit tout ça à 10% du principal. Des fois 8, mais très très rarement, des fois 12, très rarement, mais 95% des cas et des décisions, 10% du principal. Donc d'un côté, 1 600 000 € quand même, et puis de l'autre, 89 000 €. Les frais de déménagement, là, il n'y a pas tellement de sujets. Le seul sujet, c'est que d'un côté, 6 793 € sur facture, et de l'autre,
personne s'en est soucié, donc ça n'a pas été retenu, parce que ça n'a pas été, il n'y a pas eu de prétention à ce titre-là, donc rien n'a été retenu. Le trouble commercial plus rare, pardon, sur les Champs-Élysées, 15 jours de masse salariale. Voilà. Généralement, alors c'est une décision isolée, surtout je pense quand on est sur un secteur comme celui-ci avec une telle commercialité. De l'autre côté, donc Cour d'appel de Paris, 3 mois de l'EBE, qui est un classique qu'on retrouve maintenant dans 90% des décisions judiciaires. Et quand on n'a pas l'EBE, parce que par exemple, je ne sais pas, on ne l'aurait pas communiqué, l'expert ne l'aurait pas reconstitué, on va retrouver un autre indicateur de gestion de la capacité bénéficiaire, ça peut être le résultat net, voilà, c'est pas très très grave, mais en tout cas, c'est dans 99% des cas, on va dire cette fois, 3 mois du résultat d'exploitation, quelle qu'en soit la forme. Mais bien sûr, plus couramment, l'EBE à l'heure actuelle. Les frais de réinstallation du côté donc, des Champs-Élysées, 4 000 € du mètre carré. Bon, en termes de somme, je ne trouve pas ça très étonnant. Un abattement de 50%. Tout ça chiffrait à 481 400 €. Et pour autant, qui n'ont pas été retenus, pour la raison simple, c'est qu'en fait, le juge a pu constater que les aménagements qui avaient été faits dans cette boutique des Champs-Élysées étaient des aménagements classiques, sans particularité réelle pour cette enseigne. Donc, ne jamais oublier, enfin, c'est-à-dire c'est ce que le juge a rappelé, que dans un contexte de perte de fonds, le montant de la perte est censé indemniser le preneur d'un fonds équivalent, qui comprend les mêmes agencements. Donc, ce pourquoi le juge n'a pas retenu ces 481 000 €, puisque le local présumé, le fonds de remplacement, est censé comprendre les mêmes aménagements. Voilà, donc ce qui est à retenir, c'est l'abattement de 50%, en tout cas qui a été proposé par l'expert, mais qui ne faisait pas débat, et puis le juge à la fin qui a juste sanctionné cette somme, puisque ces aménagements seront présents, en tout cas seraient présents, dans un fonds équivalent, sachant qu'évidemment, là, il n'y a pas de fonds équivalent sur les Champs-Élysées, mais le locataire ayant été indemnisé de la valeur de son fonds, qu'il le retrouve ou qu'il ne le retrouve pas, en tout cas, les aménagements sont compris dans la valeur du fonds. Un sujet aussi, il a été précisé que ces 481 400 € concernaient que la seule partie accessible à la clientèle. Puisque c'est vrai que généralement, les frais de réinstallation et ce qui se voit et ce qui fait l'objet d'aménagements particuliers, c'est concernant toutes les surfaces qui sont ouvertes à la clientèle. Alors, en rédigeant ça, je me posais la question, je crois que ça ne peut pas être érigé en dogme, je me posais la question, quid par exemple d'une banque qui serait évincée, en même temps, je trouve la réponse à ma question en même temps que je vous parle, et qui aurait des coffres-forts en sous-sol. Alors, vous allez me répondre que les coffres-forts, c'est aussi une surface qui est ouverte à la clientèle. Donc, j'ai dit une bêtise. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement avoir comme autre aménagement qui serait indispensable à l'exploitation d'un fonds et qui ne serait pas dans une surface ouverte à la clientèle, voilà, et qui nécessiterait d'être aménagé. Donc, je n'ai pas la réponse puisque j'ai déjà trouvé une contradiction à ma propre question, donc je vais m'arrêter là. De l'autre côté, on a 800 € du mètre carré avec un abattement de 25%, donc tout simplement 800 € du mètre carré par 0,75 par 294 mètres carrés, 176 520 €. Le seul débat qui persiste en matière de doctrine et du côté donc des évaluateurs, c'est est-ce qu'on parle d'un amortissement parce qu'on parle de vétusté, pardon, est-ce qu'on parle d'un amortissement comptable? Qu'est-ce qu'on retient pour dégrader des frais de réinstallation à neuf ou pas? Voilà, donc ça, il n'y a pas de vérité vraie. Il y a des décisions qui retiennent l'amortissement comptable, il y a des décisions qui retiennent une vétusté à dire d'expert, comme ça a été le cas d'ailleurs là pour les 50% ou les 25%. Je pense que la vérité est entre les deux, en n'oubliant jamais qu'un amortissement comptable aussi procède d'un choix du dirigeant. On peut amortir plus vite ou plus longtemps. Donc, à un moment donné, on ne peut pas se fier qu'à l'amortissement comptable. Et puis, il y a des aménagements qui vieillissent comptablement et qui s'amortissent rapidement comptablement, mais qui, dans les faits, peuvent être éternels. Genre des meubles qui seraient en chêne massif, qui auraient un certain cachet, une certaine patine, ont certes été achetés, mais auront une durée d'utilisation bien supérieure à leur strict amortissement comptable, puisque justement, on aura acheté des pièces de collection, des pièces un peu vintage, et leur amortissement et leur vieillissement et leur vétusté est totalement décorrélé de la comptabilité. Bon, à débattre. Des frais administratifs, d'un côté, 2 000 €.
Là, c'est 100, voilà, c'est anecdotique. Et puis de l'autre, ils n'ont pas été renseignés puisque ça n'était a priori pas un sujet. Total des accessoires d'un côté 1 649 000 qu'on rajoute donc aux 16 millions d'euros. Donc une éviction commerciale sur les Champs-Élysées à 17 millions d'euros, pas moins. Et de l'autre côté, donc 312 000 euros d'accessoires, plus, on a vu le principal, 671 000 euros pour l'élection. Donc voilà, ces deux décisions sur lesquelles donc, je vais faire deux petits zooms maintenant sont notables, je pense, pour tous les points, enfin le point principal, donc le coefficient de commercialité d'une part, qu'on va étudier tout de suite, et puis d'autre part sur l'apport Pinel. Si on revient maintenant sur le coefficient de commercialité, je vous disais en introduction qu'il est donc maintenant strictement de commercialité. Ça n'est pas un coefficient financier, puisqu'il l'a été, le coefficient financier, mais il l'a été jusque dans les années 80, jusqu'à la chute justement des taux d'intérêt. Et puis, l'effet de cette baisse des taux d'intérêt dans la formule mathématique que vous avez sous les yeux, donc valeur du droit au bail, c'est l'économie de loyer par an sur un taux, le tout multiplié par 1 sur 1, je vous passe le reste. Plus les taux d'intérêt baissaient, plus le résultat la prise en compte d'un taux d'intérêt qui baisse dans cette formule mathématique avait pour effet de renchérir la valeur du droit au bail. Donc, on ne peut pas avoir un renchérissement du droit au bail, et en plus, ce n'est pas ce qu'on observe dans une économie qui va de plus en plus mal. C'est pour ça que cette méthode financière a été abandonnée il y a déjà quelques temps. Pourquoi moi je vous en parle ce soir? C'est que moi je la vois encore. Je l'ai encore vu la semaine dernière, je l'ai encore vu vendredi dernier, ou dans un contexte d'expertise et de contre-expertise pour un très gros sujet avec des évictions commerciales de fonds de logistique de très grande taille. J'ai eu, on m'a opposé, la partie adverse m'a opposé un calcul strictement financier avec exactement cette formulation mathématique et des tables financières. Voilà, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche parce que mathématiquement, ça ne marche plus comme ça. Donc, c'est pour ça que cette méthode a été abandonnée et c'est pour ça que maintenant, ce qui est proposé, donc, c'est un coefficient strictement de commercialité où on va retrouver dans les ouvrages à l'heure actuelle, donc vous avez, on va dire, je pense à l'heure actuelle, il y a deux grilles qui cohabitent, une troisième, d'ailleurs, je crois, qui a été, alors si je crois que j'ai encore pas eu le temps de le parcourir, mais je crois que dans la JDI de ce mois-ci, il y a mon confrère Mathieu Herzberg qui réfléchit justement, qui a réfléchi et qui a publié sur l'appréciation du droit au bail. Je crois qu'il y a quelques pistes de réflexion sur ce coefficient de commercialité. Il y a dans certains ouvrages, et notamment je pense à Dalloz, Beaux Commerciaux, la proposition de mon confrère, mon éminent confrère Patrick Colomer, qui lui a proposé des coefficients multiplicateurs, mais qui sont toujours en lien avec des valeurs locatives, lesquelles valeurs locatives ne sont que des valeurs locatives parisiennes. Donc, c'est ce que je dis toujours à Patrick, c'est que si j'applique ces coefficients de commercialité, et si je les transfère à Lyon, le maximum qu'on puisse atteindre à Lyon sur la rue de la République, c'est 4. Et je ne suis pas tout à fait sûr que si on me demande à un locataire de la rue de la République, me demande de lui produire un rapport d'expertise qui est quand même arrivé plusieurs fois, je mets un coefficient multiplicateur donc au droit au bail de 4, je ne suis pas tout à fait sûr que ça l'enchante, parce qu'évidemment, oserais-je dire que sur la rue de la République à Lyon, on prétend nous aussi avoir du 10. Et puis nous avons l'autre grille qu'on a pu proposer dans le traité d'évaluation des fonds de commerce, sur laquelle je vais revenir, qui est une grille purement qui considère exclusivement les critères que vous avez sous les yeux d'appréciation objective de la commercialité, et ce, quelle que soit la situation en France, puisqu'il y a des très beaux emplacements à Paris, évidemment, il y a des très beaux emplacements à Lyon, il y a des très beaux emplacements à Bordeaux, à Marseille, à Grenoble, à Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur, sur les plages. Voilà, il y a des beaux emplacements partout qui justifient, à un moment donné, d'avoir un coefficient multiplicateur très élevé. Les points d'appréciation peuvent être les suivants. Alors, il y en a des millions de points d'appréciation, mais si on doit un peu objectiver le propos, on peut parler des flux automobiles, on peut parler des flux piétonniers, des moyennes surfaces, est-ce qu'elles existent ou pas, des enseignes de renom, la densité de la population et de la clientèle, la visibilité, l'apparence extérieure du bâtiment, du local, et les aménagements urbains et les franchises. Si on prend les points que vous avez sous les yeux, et si on mettait à chaque fois une échelle de 0 à 10, on peut observer que les Champs-Élysées, bien sûr, on est à 10, voire au-delà. Sur les Champs-Élysées, il y a un énorme flux automobile, je ne vous l'apprends pas. Les flux piétons continuent, des moyennes surfaces, bien entendu. Enseignes de renom, il n'y a que ça. La densité
est énorme, parce que, bien, encore une fois, ce sont les Champs-Élysées. La visibilité, elle est absolue. L'apparence extérieure, je pense qu'il n'y a pas de débat. Sur les Champs-Élysées, les aménagements, le métro, avec plusieurs sorties de métro, et pas que le métro. Et puis des franchises, bien sûr, de toute nationalité. Donc, ce qui justifie sur les Champs-Élysées, factuellement, un coefficient multiplicateur de 10, et même, bien sûr, puisqu'il s'agit des Champs-Élysées, de 12. Cette grille d'appréciation avec ces différents éléments, donc là, on a pu le proposer, nous, donc dans le traité d'évaluation des fonds de commerce, mais aussi dans une publication qui date, je crois, de 2018 dans la JDI, que vous aurez dans les livrables, que vous avez sur notre site internet. On avait pu réfléchir sur le droit au bail, on avait pu essayer donc d'objectiver ces éléments. On va dire il y a 3 catégories de commercialité: médiocre, moyenne, haute. Alors je vais le faire en synthèse, hein, mais médiocre commercialité qui peut être par exemple circonscrite à l'immeuble, absence de visibilité de la rue, faible attrait, un emplacement peu favorable. Commercialité qui devient moyenne quand on parle de quartier, de commercialité de quartier, où le client, c'est le client qui habite en périphérie, c'est le client de l'arrondissement, ou si ce n'est pas du quartier, ça peut être le client de l'arrondissement. Et puis des commercialités hautes, voire exceptionnelles, on va retrouver ce que j'évoquais juste avant dans le coefficient 10. Et puis si je prends juste un petit peu en dessous, coefficient 8 par exemple, très bonne commercialité, flux piéton automobile, axe stratégique, nombreuses franchises. Voilà. Cette grille d'appréciation, bien sûr, vaut ce qu'elle vaut, chacun appréciera en fonction de son secteur et en fonction des éléments qui lui permettent d'apprécier objectivement la commercialité, mais on a pu travailler et quand même éprouver cette grille au fil du temps depuis quelques années, qui fonctionne pas si mal que ça, pas dans 100% des cas bien évidemment, mais voilà, qui permet en tout cas déjà d'un peu de… Enfin, je pense que le principal, c'est surtout ça, c'est objectiver le choix du coefficient de commercialité pour pas que, ne serait-ce que nous, en interne, au niveau du cabinet, on ait un collaborateur qui retienne 5 alors que l'autre va retenir 7. Voilà, c'est ce qui déjà, si déjà ça nous permet, nous, de nous mettre d'accord entre nous, c'est déjà pas mal. Après, je vous laisserai apprécier effectivement la pertinence. Si je retourne maintenant sur le deuxième point d'appréciation, enfin le deuxième point notable de ces décisions, l'apport de la loi Pinel. Donc, alors, Madame Pinel, dans la loi dite Pinel, mais en tout cas en ce qui concerne le statut des baux commerciaux, donc a rajouté un quatrième alinéa à l'article L145-34 du Code de commerce. Et là, je vais le lire puisque tout repose dessus. Donc, en cas de modification notable des éléments mentionnés au 1 à 4 de l'article L145-33, ou s'il est fait exception aux règles du plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures pour une année à 10% du loyer acquitté au cours de l'année précédente. Donc, c'est ce qu'on a appelé le plafonnement des plafonnements. C'est ce que moi j'ai appelé le fameux, sinon fumeux, plafonnement du déplafonnement, puisque dans les faits, déjà, ça a été… la Cour de cassation s'est prononcée sur le sujet et a pu dire que ce n'était pas l'office du juge des loyers. Ce qui veut dire que le juge des loyers, son travail, c'est de fixer la valeur locative, mais les modalités d'échelonnement de la valeur locative, ça n'est pas son affaire. Donc, si un bailleur prétend… si un bailleur, je dirais, veut connaître les modalités de fixation de ce plafonnement du déplafonnement, il faut se tourner vers un autre juge. Donc, c'est ce aussi pourquoi, dans les faits et dans les décisions judiciaires pour lesquelles, et là, c'est intéressant d'avoir vos retours des retours de votre côté, dans les décisions judiciaires pour lesquelles nous sommes, nous, désignés, il n'y a plus du tout mention de cet apport Pinel. Et la seule question qu'on nous pose, c'est quelle est la valeur locative, mais pas quelles sont les modalités d'application du plafonnement, du déplafonnement. Bon. Donc évidemment, ce que je vous disais, c'est que cet apport concerne exclusivement les cas d'une modification notable, donc les cas de déplafonnement par l'effet, d'une modification notable, et les baux d'une durée contractuellement supérieure à 9 années. Et puis cette disposition nouvelle ne concerne pas les fixations de la valeur locative pour les terrains nus et les locaux construits en vue d'une seule utilisation, donc tous les biens monovalents, les hôtels, les EHPAD, les cliniques, les parkings, les théâtres, les cinémas, je ne sais pas si je les ai déjà cités, et puis les baux dont la durée contractuelle est de 9 années, mais qui se sont prolongés au-delà des 12 années, portant déplafonnement d'office. Vous savez, la dernière sanction qui reste à l'encontre. On ne vous entend plus, Philippe.
du preneur, puisque ça avait étonné tout le monde à l'époque que Madame Pinel soit locative. Ah, On a un problème technique. et là, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Allô, allô? Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, là, on vous Ok, vous ne entend. me voyez plus, mais vous m'entendez, c'est ça? C'est Bon. ça. Bon, bah merveilleux. Je vais continuer comme ça. Il y a un petit souci technique, mais le principal, c'est que vous m'entendiez. Vous avez toujours sous les yeux le support. Oui, Oui. oui, oui. Oui, oui. Tout à Bon, fait. super. Je vais continuer comme ça pour l'instant. Je remettrai pour les échanges la caméra. On verra si ça fonctionne ou pas. Oui, donc je disais, Madame Pinel, effectivement, on n'avait pas supprimé cette possibilité toujours offerte aux bailleurs, donc de voir un retour à la valeur locative lorsque, par l'effet d'un oubli du locataire, le bail d'une durée initiale de 9 ans se prolonge au-delà donc des 12 années, ce qui emporte donc déplafonnement d'office de la valeur locative de renouvellement. Donc, il y a à ce sujet-là, il y a eu une proposition, même plus qu'une proposition, on va dire un conseil pratique précieux, qui a été proposé par les praticiens, par les experts près de la Cour d'appel de Paris, donc qui a pu définir le montant de l'apport complémentaire sur la valorisation du droit au bail, donc issu de cette loi Pinel. L'exemple qui a été proposé, donc c'est dans les colonnes de l'AJDI, et vous le retrouvez si vous tapez sur le web préconisation, expert, Cour d'appel de Paris, Pinel, droit au bail, vous allez tomber sur cette publication qui a été mise en ligne gracieusement. Ils ont proposé donc effectivement cette grille-là. Donc déjà, du départ, on avait un différentiel qui était calculé sur la base d'une valeur locative statutaire. Je vous l'ai précisé ici, 130 000 euros. Valeur locative de marché, 200 000 euros. Donc premier calcul du droit au bail classique, le différentiel entre les deux, 70 000 euros. 70 000 euros pour l'exemple qu'ils avaient proposé multiplié par 8, une valeur du droit au bail de 560 000 euros. Ce à quoi on rajoute l'apport Pinel, puisque l'apport Pinel nous dit que jusqu'à ce nouvel alinéa, on pouvait directement passer à 130 000 euros au niveau du loyer, tout de suite. Madame Pinel nous a dit ça, c'est pas possible. Le loyer actuellement acquitté est de 80 000. Pour passer de 80 000 à 130 000, ce sera à raison de plus 10% par an. Donc, vous avez le calcul ici. Si on fait 10% par an tous les ans, ça veut dire que ben voilà, la première année, on avait 80 000, mais au terme de la première année, on a 88 000. 88 000 auquel on va associer encore 10%, ça fait sur la deuxième année 96 800, etc. tous les ans, jusqu'à arriver à 130 000. Une fois qu'on a ce différentiel-là, il lui faut lui appliquer le rendement de l'argent. Le rendement de l'argent par mes confrères parisiens a été proposé pour 5% l'an, où il considérait le taux moyen des obligations assimilables du Trésor qui a explosé depuis cette publication, associé d'une prime d'illiquidité de 2% et d'une prime de risque, encore une fois, de 2%, ce qui permettait de construire donc un taux de 5% à l'époque. Et le renchérissement donc issu de ce calcul, avec donc une économie de loyer rajoutée donc entre la valeur locative statutaire et le loyer au stade du renouvellement, donc actualisé à raison de 5% l'an, nous rajoutait dans ce calcul-là 101 929 euros aux 560 000 euros initial. Donc juste par l'effet d'un nouvel alinéa à l'article L145-34, Madame Pinel a concrètement créé, du moins en théorie, un renchérissement de la valeur du droit au bail pour ce cas-là de plus de 100 000 euros. Si je prends cet exemple, si je transpose cette préconisation des experts près de la Cour d'appel de Paris, donc au cas d'espèce, donc de cette décision judiciaire qu'on a examinée. Alors, je ne suis pas arrivé, je ne sais pas, parce qu'évidemment, je n'ai pas le rapport d'experts entre les mains, et puis la décision n'était pas suffisamment précise pour que je puisse reconstituer, mais ça pourrait nous donner un calcul comme celui-ci. On avait une valeur locative qui était donc statutaire de 121 000 euros. J'ai pu identifier dans la décision un loyer plafond au stade du renouvellement de 61 000 euros. On a à chaque fois, donc on avait une économie de 60 000 euros. Et puis là, on a pareil encore le loyer plafond qui va augmenter de 10% par an, 61 000, 67, 74, 80, etc. jusqu'à rejoindre donc la valeur locative. Et on a bien, dans notre cas d'espèce, une valeur de droit au bail qui était donc de 457 800 euros, excusez-moi, avant l'avantage Pinel, et un renchérissement issu donc de ce nouvel alinéa de l'article L145-34 pour 233 545 euros.
Donc, on est passé avant Pinel de 457 800 € à après Pinel à 691 345 €. Voilà pour donc ce calcul donc, de l'apport Pinel. Le temps passe vite, donc j'ai laissé la place aux questions. Si vous avez envie bien sûr d'approfondir le sujet, je peux vous inviter à lire. Donc, on avait publié il y a déjà un petit moment, c'était en 2020, donc un observatoire technique des émissions commerciales en 101 points clés, qui était paru dans la GDI. On a pu plancher aussi sur la valeur du droit au bail. Donc, le coefficient de capitalisation qui est devenu, pardon, le coefficient de capitalisation, excusez-moi, qui est devenu maintenant le coefficient de commercialité. Donc, vous retrouvez donc toute l'histoire du droit au bail, ce que c'est qu'un droit au bail, son évolution dans le temps, les méthodes de calcul, etc. Et puis, bien sûr, le traité d'évaluation des fonds de commerce, dans lequel on reprend toutes ces notions. Et puis, très récemment, je vous l'ai dit en introduction aussi, si vous êtes confronté à cette problématique du droit de terrasse, on va dire quels éléments d'appréciation objectifs on peut retenir pour renchérir la valeur locative comprise donc dans l'assiette du bail en conséquence d'un droit de terrasse octroyé de façon temporaire et précaire par la collectivité, où je vous l'ai dit, donc 100% des cas à Paris, c'est oui, et 100% des cas en province, c'est non. Donc il y a vraiment deux écoles pour le droit de terrasse, où on ne peut pas dire systématiquement il y a un droit de terrasse, c'est non. Il y a peut-être un droit de terrasse, mais encore faut-il mesurer la valeur relative déjà de l'apport de la terrasse sur la valeur locative de l'assiette du bail. Et je crois que c'est tout le sujet. À Paris, les valeurs locatives sont tellement élevées que ça justifie aussi de renchérir la valeur locative en conséquence d'un droit de terrasse. Donc, position qui a été exclue en province, puisque les valeurs locatives, je ne vous l'apprends pas, sont bien sûr bien moins élevées que celles qu'on a pu voir en introduction de 7 000, si je ne dis pas de bêtises, 7 000 € en valeur locative statutaire sur les Champs-Élysées du mètre carré et 14 500 € en valeur locative de marché. Voilà, j'ai fini. Le but, c'était de vous exposer tout ça donc en une demi-heure, 45 minutes, de revenir sur ces deux décisions relativement récentes. Et si vous avez des questions, écoutez, avec grand plaisir que d'échanger ou avoir un retour d'expérience de votre part. Je ne sais pas si vous en avez, dites-moi tout. Si vous m'entendez bien, je vais essayer de relancer la caméra. Qui aurait une question sur le sujet, qui voudrait revenir, faire part un peu de son expérience? Philippe, j'en ai une. Ouais. Juste avant, j'étais en train de répondre à des dires là, pour un rapport que je suis un peu en retard pour le rendre, je le rends demain. J'ai 8 jours de retard, donc ça va encore. Ça arrive. Ouais, c'est un grossiste à Aubervilliers. Je suis parti sur l'hypothèse, c'est dans le triangle d'or des grossistes, hein, du textile. C'était un peu embêtant parce que je suis parti sur l'hypothèse qu'il n'y avait pas de perte de fonds, mais une légère perte de clientèle. Maintenant, j'ai quand même calculé une perte de fonds de commerce. Oui. J'ai fait une deuxième hypothèse sous réserve de l'avis du tribunal, parce qu'en plus, dans un des dires d'un des avocats, m'a sorti un dire qui m'a un petit peu dérangé. Il m'a sorti un dire, c'était une décision du tribunal de Bobigny. Je rebondis, le dire est dérangé ou le dire est dérangeant? Dérangeant. Très dérangeant parce qu'il m'a sorti un dire où, si tu veux, la décision d'il y a 3-4 ans, où dans le même secteur, bon, c'était une autre activité, c'était pas un grossiste en textile, mais c'était du bazar, bon, c'est à peu près, c'était un grossiste également. Finalement, l'expert avait, lui, pris la décision de dire qu'il y avait une perte de fonds. C'est Aubervilliers, hein, vraiment dans le triangle d'or des grossistes. Ouais. Okay. Et je me suis peut-être planté. Non, pourquoi? Mais non, mais là, dans le cas présent, donc si je récapitule, parce que alors, je suis vraiment qui a pris la parole, parce que moi je vous vois plus. C'est Mathieu Lapendrie. Mathieu. Ouais. Il me semblait Mathieu. Alors, je suis vraiment désolé. On a effectivement, je pense que je sais pas, il y a une bande passante qui est un peu faible. Bon, je m'en excuse. Moi, je vous entends très très bien. Donc, alors, on est d'accord. Éviction commerciale. C'est la perte qui est retenue ou le transfert? Alors, moi, j'ai retenu le transfert, mais il m'a balancé un des avocats m'a balancé un dire où sur une dernière décision il y a 3 ans dans la même rue. Ouais, mais ouais.
c'est la perte du fonds qui était retenue. Et moi, j'ai retenu le transfert. Ouais, alors ça, franchement, moi, les décisions judiciaires passées, vous voyez, enfin, tu vois, à moins que ce soit le local d'à côté, qui ait la même activité, qui ait la même surface, tout pareil, dans le même contexte, moi, les Non. décisions judiciaires passées, franchement, je vais être trivial, mais je m'assois dessus. Hein. D'accord. Après, est-ce qu'il y a des locaux vacants sur le secteur? La commercialité équivalente est suffisamment proche. Alors, j'ai fait une pirouette là-dessus parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais. En fait, je me suis servi, si tu veux, dans les valeurs locatives, dans les beaux neufs que j'ai pu trouver en 2021, dans le CIFA juste à côté, j'en ai trouvé pas mal, j'en ai trouvé une dizaine. Donc Loué. ouais, des annonces. j'ai rebondi là-dessus parce que j'ai fait une recherche. J'en ai pas trouvé. Ouais. J'ai Mais pas et trouvé. qu'est-ce qui t'a permis et qu'est-ce qui a fait Mathieu que tu proposes le transfert? Parce que à t'écouter, j'entends que c'est pas évident, mais pour autant tu Non, l'as proposé. Qu'est-ce qui fait que toi tu le proposes alors? c'est un commerce de gros, un Ouais, grossiste, gros, ouais, demi-gros, import-export. ouais, Euh, et que pour moi, un grossiste, même si le secteur est vraiment centralisé dans, ouais. dans, dans le textile, hein, il n'y a que ça. Hein. Ouais, c'est ce qu'on appelle un commerce, enfin je veux dire, ouais, commerce de gros de proximité, quoi. Il faut C'est qu'il ait ça. une localisation. C'est comme dans le Mais Marais, quoi. pour moi, l'emplacement ne joue pas. Enfin, l'emplacement est subsidiaire et que la Ouais. clientèle qui s'y rend, c'est juste pour les affaires, enfin pour les fournitures, la Et marchandise de cette enseigne. je vais faire l'avocat du diable, Mathieu. Est-ce que ça n'induit pas quand même, pour son activité, le fait qu'on aime bien se retrouver entre grossistes sur le même secteur? Est-ce que je veux dire, est-ce que rien que après, si tu veux, après, non mais bien sûr, le juge, enfin, nous demande d'avoir un avis, d'avoir un avis généralement assez tranché quand même, parce que généralement les juges n'aiment pas tellement les. Je me souviens d'un juge qui m'avait dit un jour enfin, bon, j'ai une anecdote un peu drôle, mais je ne vais pas développer maintenant. Mais en tout cas, moi, je me souviens qu'il avait bien insisté, que le juge me disait, j'aime pas les rapports avec plusieurs hypothèses. Voilà, j'aime bien qu'on me mâche le travail. Après, je suis suffisamment grand pour décider tout seul. Euh, Oui. donc, évidemment, il faut qu'on se positionne. Après, moi, je sais que alors je ne saurais pas répondre parce que ton cas est particulier. J'ai pas vu le site, j'ai pas vu le local. Je connais pas, évidemment, je connais bien Paris, mais je connais déjà moins Aubervilliers. Enfin, je veux dire, en tout cas, cette localisation particulière. Après, le seul souci, c'est quand en termes de commerce, alors là, on est d'accord, on est sur un commerce de gros. Mais j'entends Oui. aussi ce qu'on appelle un commerce de gros, moi, ce que j'appelle un commerce de gros de proximité. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ce grossiste, il ait une localisation par rapport à ses petits copains, puisqu'on va venir sur ce secteur qui, bien sûr, n'est peut-être pas circonscrit à une seule rue, mais on va venir sur ce secteur pour rencontrer des grossistes parce qu'on sait qu'ils sont là. C'est à peu près ça, Mathieu. Ouais, je suis d'accord, oui. Donc ça veut dire que si toi, tu retiens le transfert possible, ça veut dire forcément qu'à un moment donné, en vis-à-vis, on va devoir proposer, tu vas te substituer finalement au bailleur, toi, pour proposer des locaux, pour dire, moi, j'en ai vu plein des locaux, si je retiens Oui, cette possibilité. oui. Après, moi, ma position, mais ça ne n'engage que moi, moi, c'est vrai que quand j'arrive quand quand on a une éviction judiciaire, moi, c'est vrai que ma première question, c'est de dire à l'avocat, parce que c'est au bailleur à qui incombe la charge de la preuve d'un moindre préjudice que celle de la perte, donc du transfert et donc de la seule valeur du droit au bail. Moi, ma première question dans toutes les expertises, c'est avez-vous des locaux? Oui, non. Ce à quoi souvent on me répond, oui, mais c'est pas grave, il y en a plein. Je fais non, 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 il y en a plein, ok, peut-être, mais d'abord, moi, je ne suis pas commercialisateur, hein, ça ne m'intéresse pas. Le deuxième point, c'est qu'il y a une commercialité particulière là où nous sommes aujourd'hui pour notre rendez-vous, judiciaire ou pas Ouais. judiciaire, peu importe. Après, il y a une surface particulière et puis il y a aussi un niveau de loyer particulier. Oui, oui, oui. Après, l'éternel problème du transfert, c'est que le transfert, c'est sûr qu'il y a plein de cas où c'est possible. Alors sur les Champs-Élysées, on est d'accord, c'est pas possible, encore que. Mais il y a tellement de paramètres dans l'équation, la surface, le loyer, la commercialité, puis oserais-je rajouter le bon vouloir du preneur à vouloir faire des efforts. Parce que j'ai eu aussi moi j'ai eu besoin d'un cas un jour qui m'a fait rire. Une institution publique sur Lyon, un bailleur social, en même temps aménageur, qui évince un bureau de tabac, qui était, il faut imaginer des barres d'immeubles. Au pied de ces barres d'immeubles, en plein milieu d'un parking, vous savez, 2 ou 3 cellules commerciales comme on faisait dans les années 70, là, un bar. Pas un bar, un bureau de tabac. Le bureau de tabac n'avait évidemment pas de place de stationnement. Mais c'est pas grave, tout le monde se garait en double fil.
Le bailleur construit un immeuble au bord de la rue, à 50 mètres à vol d'oiseau, dit on vous propose un transfert ici, à loyer équivalent, à surface équivalente et à meilleure commercialité. Et c'était vrai, puisqu'en plus, en l'occurrence, on l'enlevait d'un parking entre les barres d'immeubles un peu coincé au milieu de nulle part, mais que tout le monde connaissait, pour le positionner au bord de la rue. Et bien évidemment, le locataire a fait des pieds et des mains pour refuser, en disant oui, mais je vais perdre mes places de stationnement. Lesquelles places de stationnement n'étaient que du stationnement en double fil, mais factuellement, il les avait. Et il allait en fait perdre toutes ces places où tout le monde se garait n'importe comment pour se retrouver au bord d'une voie publique où là, on ne pouvait plus être en double fil. Vous voyez, tu vois, et là, c'est tellement fin. Je me souviens qu'à un moment donné, j'ai dit, je ne sais plus, c'est un dossier judiciaire. Je crois que j'ai dit au juge, bah écoutez, moi, je vous livre les deux solutions, appréciées. Parce qu'à ce stade-là, en même temps, le transfert était factuellement possible. Le bailleur répondait à toutes les conditions, mais il manquait une chose, le double stationnement, quand bien même il est interdit. Hein. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc là, moi, je me souviens, j'avais dit au juge, bah, très franchement, là, je ne sais plus, faites comme vous voulez, hein, moi, je ne sais pas. Mais c'était pas débile, hein, de la part du commerçant. C'était pas débile comme argument. Mais tu vois, on est dans un niveau de finesse là où je ne sais plus. C'est pour ça que je crois que la solution, enfin, je veux pas, après, ton cas est un cas particulier, puis je ne voudrais pas me prononcer, je ne le connais pas. Moi, je sais que nos rapports nous considèrent toujours les deux hypothèses. Après, on met une coche sur l'hypothèse qui nous semble être celle à privilégier. Dès qu'il y a un semblant de commercialité, on va dire un semblant de besoin d'être à un emplacement particulier, moi, j'opte toujours pour la perte. Voilà. Ouais, mais alors, moi, par contre, j'ai calculé une perte partielle de clientèle. Ouais. Bah, Parce que pour retrouver des locaux, ça va être un tout petit peu, à mon sens, effectivement, ça risque d'être compliqué, peut-être, même s'il y en a. Donc, je suis parti sur cette hypothèse de perte partielle de clientèle. Donc, transfert avec une perte partielle. Oui, c'est ça. Mathieu, est-ce que tu avais trouvé des locaux? Bonjour Mathieu, bonjour Philippe. Bonjour. Ça va? Est-ce que tu avais trouvé des locaux pour qu'ils puissent se réinstaller ou pas? Alors, j'avais trouvé au départ des locaux, oui, j'en ai trouvé, mais qui sortaient un peu du périmètre. C'est ça qui m'embêtait. C'est juste ça qui m'embêtait. Et tu vois, Mathieu, tu le dis, tu trouves des locaux en dehors du périmètre. Oui. Et ben là, tu te mets en danger, à mon avis. Ben oui. Non, je sais. Non, mais j'ai. Parce que toi-même, tu le reconnais. Ouais, non, mais je sais. Non, mais je sais. De toute façon, faut que je dépose. Là, je suis obligé de déposer. Je peux pas faire autrement. Sûr. Je suis Mais obligé de livre les déposer, deux hypothèses. Non? Ouais, j'ai mis les deux hypothèses. J'ai mis Voilà. dans la conclusion, j'ai mis les deux hypothèses. Aucun problème. Aucun Oui. problème. Après, les parties apprécieront. Oui, Voilà. oui. Ça t'empêche pas d'avoir ton avis. Mais c'est souvent. Après, le seul truc, c'est qu'effectivement, je veux dire, dès qu'on a la difficulté qu'on a, c'est que dès qu'on émet un avis où il y a la moindre brèche, et ben évidemment, et c'est de bonne guerre, hein, la partie que ça n'arrange pas va s'engouffrer dans la brèche, quoi. A raison. Ouais. Et le Non, juge non. ne prendra pas de risque pour cette en judiciaire, puisque le Non. juge n'est que là pour réparer le préjudice. Donc après, voilà, pour qu'il y ait un préjudice moindre, faut apporter toutes les preuves d'un préjudice moindre. Donc c'est toujours compliqué. Parce que c'est vraiment ça, en matière d'éviction, moi je l'ai dit toujours, hein, le mot premier, le mot fondamental de l'article 145.14, et ça commence comme ça, c'est le préjudice. Après, tout le reste, c'est de la poésie, hein, c'est le préjudice. Quel est le préjudice? Objectivement. Après, le reste, transfert, perte, machin, peu importe, après, c'est d'autres mots-clés. Mais l'article commence vraiment par ça, préjudice. Et d'ailleurs, à chaque fois que ça arrive en cassation, la seule question que se pose le juge en cassation, c'est le préjudice. Hein. Quel est le préjudice? Est-ce que la partie a apporté la preuve d'un préjudice moins? Non, et bien perte. Terminé. De toute façon, là, mais après, il y a plein de cas. Ouais, alors excuse-moi Philippe, dans cette réponse au dire là, j'ai pas le droit de, même si je trouvais là maintenant des locations dans le secteur, sur la rue de la Lecoq, enfin vraiment à proximité, à moins de 400 mètres, j'ai pas le droit de les rajouter dans mes dires. C'est trop tard. Ah bah non, je pense pas. Non, je pense pas, Mathieu. Enfin, je veux dire, non, les dires experts sont, enfin, je veux dire, alors je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais pour moi, les dires experts sont vraiment là pour, non, je veux dire, les dires experts sont là pour défendre la position de l'expert. D'accord. À partir du moment où on avance quelque chose et qu'on a des certitudes jusqu'à la dernière minute, je veux dire, même si je sais pas, enfin, c'est mon point de vue, mais même si à un moment donné, effectivement, tu as pu avoir un avis un peu tranché ou je sais pas, ou t'enflammer sur un sujet ou un autre, et puis tu te dis mince, j'aurais peut-être pas dû, mais que tu as la possibilité dans les dires
de répondre, parce qu'on te dit qu'effectivement c'est pas possible, et de répondre et de justifier du bien fondé de tes propos, ah ben non, ça sert à ça. Hein. Je veux dire, tout ce qui, en tout cas, les dires sont faits, ou pour reconnaître qu'on a tort aussi. Parce que je veux dire, il y a des fois, au moment donné, voilà, l'avocat peut effectivement, les avocats, les parties peuvent avancer des choses qui sont, on se dit mince, là c'est vrai que c'est pas possible, que je me suis enflammé, quoi, et dire bah non, j'avais tort, quoi. Alors évidemment, le but c'est de le dire le moins possible, on est d'accord, hein. Ah, Que ça fragilise tout le rapport. Voilà. Non, mais Non, il n'y a pas de, non, je pense pas. Hein. Ok, bah, je vais refaire une recherche avant Une remarque à ce sujet pour Mathieu, éventuellement, est-ce que ce ne serait pas judicieux de faire un deuxième pré-rapport par sécurité si vraiment il a un doute? Alors par contre, pour faire un deuxième pré-rapport, il faut vraiment, ouais, mais juridiquement, il faut qu'il y ait vraiment un élément qui modifie, on va dire, l'économie générale du premier, quoi, l'équilibre, le fondement même du premier. Tout à fait, tout à fait. Les chiffres, je les garde. Les chiffres sont bons. Mes chiffres, enfin mes valeurs sont bonnes, que ce soit en transfert ou en perte. Il y a pas, ils reviennent pas là-dessus les avocats. Bon, enfin, ils reviennent un petit peu sur 2-3 chiffres, mais sur un coefficient de commercialité, moi j'ai mis 5,5, eux ils sont à 6. Donc ça va, c'est bon. Ça, bien sûr. Ils m'ont sorti des dires par rapport, parce que moi je me suis basé pour le commerce de gros sur le Calon et le Lefebvre, et eux m'ont sorti un livre d'un certain Philippe Fabré-Guillon sur tes quartiles Q1 et Q3 en commerce de gros, où on ne tombe pas vraiment sur les mêmes données, mais donc j'ai dû effectivement démonter un peu leur dire en disant que c'était des moyennes de quartiles. Désolé Philippe, mais entre nous, tu m'as un peu embêté pendant 1 heure ou 2 là. Que 1 heure ou 2? Non, une demi-journée presque. Oui, bon. Voilà. Mais après, je pense que dans ce contexte-là, je veux dire, après, c'est un rapport ou comme ça, enfin, sans repasser peut-être par un deuxième pré-rapport, parce qu'un deuxième, après ça, c'est une position, mais là, ça n'a plus rien à voir avec ce module, hein, mais c'est une position personnelle, où je veux dire, c'est sûr que revenir sur un rapport et faire un deuxième, moi, ça m'est arrivé, hein, de faire un deuxième pré-rapport, mais quand vraiment j'avais un élément nouveau, où à un moment donné, voilà, je disais ça, on n'en a jamais parlé, allez, on reprend tout du début, quoi. On reprend tout du début, le premier, on le jette, mais Dieu merci, ça ne remettait pas en cause mes conclusions ou le fondement ou mon avis dans le premier. C'est vraiment les parties avec l'accord du juge. On a dit voilà, stop, on arrête. Il y a un truc tout nouveau. Il y a une question en plus. Alors, je ne sais plus quel était le contexte, mais oui, en plus c'était un sujet extrêmement compliqué de mémoire, un entrepôt de logistique, des parties extrêmement coriaces, voilà, qui ne voulaient pas en démordre. Je me souviens que j'avais même eu effectivement aussi on m'avait produit des rapports d'experts dans le cours de l'instance. Enfin bon. On peut toujours après, je veux dire, ouvrir, plutôt que de, voilà, ce que je veux dire, c'est que plutôt peut-être de faire un deuxième pré-rapport, peut-être rendre plus souple la conclusion. Oui, c'est ça. Avec peut-être une plus grande souplesse. Ouais. Pour s'en sortir par le haut, et puis pour le coup, et là je me tourne vers les avocats qui sont derrière l'écran, voilà, pour laisser aussi à un moment donné la main aux avocats. Disant voilà, bah, je suis peut-être pas, voilà, je laisse, ma position est la suivante, mais, voilà. Et de toute façon, c'est le juge qui apprécie au bout du bout. Hein. Oui. Et puis, quand c'est pas le juge et que c'est une procédure amiable, de toute façon, toutes les parties vont toujours s'entendre sur la base d'un rapport. Et puis, de toute façon, on le sait, en éviction commerciale, aller vers le juge du fond, c'est suicidaire. C'est tellement suicidaire que vous l'avez vu en introduction sur ce module, 17 millions d'euros pour les Champs-Élysées, quoi. C'est même plus suicidaire, c'est la banqueroute. Merci Philippe, en tout cas. Avec plaisir. D'autres questions ou pas? Peut-être qu'il nous reste encore 5 minutes, et après on va tous vous libérer. Si je peux me permettre, par rapport à la problématique de Mathieu, il me semble. Je reconnais Serge. Merci Serge. Mathieu, tu dois rendre ton rapport quand? Demain. J'ai déjà 8 jours de retard. Ah ouais, demain. C'est sûr que c'est un peu pauvre. C'est sûr. Parce que ici à Marseille, par exemple, moi, quand je suis confronté à la même problématique que toi, c'est-à-dire que c'est vrai que alors, je fais quand même, je me laisse du temps entre la date à laquelle je demande aux avocats de me donner leur dur récapitulatif et la date à laquelle je dois déposer le rapport. D'accord ? Je me laisse un laps de temps assez large, justement pour éviter d'être confronté à des dires trop complexes qui vont me prendre du temps à répondre et qui vont peut-être avoir modifier mes conclusions parce que ça peut effectivement être le cas. Donc je me laisse un laps de temps assez large.
mais il m'arrive que ça soit les dires récapitulatifs soient tellement complexes ou qu'il y ait des nouvelles valeurs locatives qui soient apportées, enfin d'autres éléments qui viennent complexifier le dossier. Et auquel cas, ici à Marseille en tous les cas, moi j'envoie un mail au greffe du tribunal et 2 jours après, j'ai une prolongation de délai qui me permet de gérer ma problématique de façon plus sereine et d'apporter des réponses au juge dans un contexte plus apaisé. Alors, je ne sais pas si c'est ton cas, je ne sais pas sur quelle cour d'appel tu es inscrit, mais en tout état de cause, voilà, je pense qu'aussi en termes de gestion de temps, c'est pas idéal de dire vous allez me déposer vos dires récapitulatifs le 6 juillet parce que tu dois déposer ton rapport le 7. Hein. Je pense qu'il faut que tu gardes. J'avais laissé du temps, hein. Je laisse toujours un mois et demi même, parce que moi c'est les cours d'appel de Paris, mais là c'était Gilles Bobigny, et quand j'envoie une demande de prorogation, j'ai une réponse 2-3 mois après, quoi. Oui, et des ou fois voire jamais. Bien sûr, voire jamais. Oui, jamais, oui. Oui, Et là, tu es en grève en ce moment, donc c'est un peu plus compliqué. Toi, Mathieu, tu l'as faite cette demande. Donc, tu peux justifier aux parties de dire, voilà, moi, j'ai fait ma demande et donc je considère que le délai initial qui avait été déterminé, bah, il n'est pas définitif. Et que voilà. Ouais. Donc, moi, je demande dans le cadre de mon dossier. Après, évidemment, les magistrats et puis les greffes, ils sont encombrés, donc tu peux avoir une réponse. Après, je ne sais pas, peut-être que tu peux aussi avoir un rapport un peu privilégié avec le greffe du tribunal dans lequel tu es le plus souvent à travers duquel tu es le plus souvent désigné pour avoir un contact plus personnalisé avec la greffière qui s'occupe de toi. C'est quand même pas mal. Oui, c'est le cas, ouais. Mais là, là, j'ai une porte de sortie entre guillemets avec une hypothèse d'indemnité de perte de fonds de commerce que j'ai mis en conclusion s'ils estimaient que ne pas retenir sur le fond du problème, moi, alors je connais pas le contexte et je connais pas la problématique, la situation des lieux, etc. Mais je crois pas quand même que tu dois te mettre à la place des parties pour rechercher des biens disponibles. Enfin, sauf, je crois pas. Hein, mais non, je pense pas que. Hein, pour te rejoindre, Serge, effectivement, et puis voilà, peut-être pour clôturer sur ce sujet, je crois que voilà, c'est vraiment ça. C'est pas. Nous, on a cette facilité-là, je veux dire, à un moment donné, bien sûr, à la fin de cocher la case qui nous semble être à privilégier, mais je pense qu'il faut vraiment toujours renvoyer les parties à leurs responsabilités. Parce que voilà, il y a vraiment ça, il y a cette notion de préjudice dans L145-14, et puis il y a bien cette fameuse phrase qui dit, voilà, à charge pour le bailleur de démontrer que le préjudice est moindre. À charge pour le bailleur de démontrer que le préjudice est moindre. Je suis expert, évaluateur, je ne suis pas le bailleur. Donc, après, moi, après chacun sa position. Après, c'est peut-être aussi, effectivement, après, on finit par être un peu plus confiant avec le temps et l'expérience. C'est vrai que nous, on fait des évictions à longueur de journée. Voilà, moi, je sais que je peux des fois être un peu cassant en éviction, mais quand j'arrive, c'est vraiment ça. C'est avez-vous des locaux de remplacement? Oui, non. Généralement, d'ailleurs, on répond pas. Et puis, quand on me répond et qu'on me dit oui, mais ce n'est pas grave, monsieur l'expert, vous allez en trouver, je fais ah non, je vais certainement pas en trouver, non. Mais certainement pas. Après, voilà, ça n'empêche pas d'avoir un avis. Et puis, c'est toujours pareil. Encore une fois, tout est relatif parce que là, on parle d'un emplacement, on parle de 2 beaux emplacements dans cette petite intervention aujourd'hui. Sur les Champs-Élysées, bien sûr, mais c'est certain que demain, et encore une fois, je le dis, je le précise, je le crie haut et fort, si je vais à Saint-Étienne, c'est pas parce que je suis à Lyon que je vais faire exprès de m'en prendre à nos amis stéphanois, mais si je vais à Saint-Étienne, même sur la meilleure artère de Saint-Étienne, il y a 2 locaux sur 3 qui sont vides. Donc là, c'est sûr que si je m'intéresse à un sujet d'éviction commerciale à Saint-Étienne sur l'artère que j'ai en tête, le transfert, il est possible tout le temps. Et d'ailleurs, il est même possible avec une charge locative moindre. Voilà, donc là, c'est sûr que je vais à Saint-Étienne, je ne vais même pas poser la question et je vais dire d'office, je sais qu'il y a des locaux de transfert. Oui, il y en a plein la rue, en fait. Voilà, donc je vais retenir le transfert. Et d'ailleurs, ce sera même avantageux pour le locataire. Bon, là, il aurait dû le faire depuis longtemps. Voilà, mais évidemment, mais en même temps, personne n'évincera qui que ce soit à Saint-Étienne aussi. C'est clair. Voilà, donc tout est affaire d'espèce. Ouais, merci beaucoup, Serge et Philippe. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Je ne sais pas, ou d'autres personnes qui ne seraient pas forcément experts? Je ne sais pas, des avocats, non? Ou sinon, on va rendre l'antenne, Laurie.
Non? Bah, écoutez, oui, merci beaucoup pour votre participation à cette première intervention, cette première édition des goûters de l'évaluation. On vous proposera bientôt d'autres dates, d'autres sujets. Si le sujet vous intéresse, nous avons une formation le 19 septembre d'une journée de 7 heures sur l'éviction commerciale avec Philippe Favoré-Guillon. Merci à tous et puis je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Et un bel été. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.